dans les couloirs de l'Assemblée nationale, on disait qu'il cassait l'ambiance. Gilles Carré, ancien député Les Républicains du Val-de-Marne et président de la Commission des Finances, 2012-2017, alerte depuis plus de 25 ans sur l'état de nos finances publiques. Alors que le gouvernement prépare le budget 2026 et souhaite trouver 40 milliards d'euros d'économies, celui qui est désormais président du Conseil national d'évaluation des normes détaille sa feuille de route, réforme des prestations sociales, effort collectif et baisse du nombre de lois. Un cocktail qui peut se révéler explosif dans un pays divisé politiquement. Gilles Carré, il faut bien comprendre que faire 40 milliards d'économies, cela veut dire que si on ne faisait rien, les dépenses augmenteraient, mettons, de 80 milliards. Mais si des mesures sont prises, elles n'augmentent que de 40 milliards. Dans le jargon de Bercy, une économie se mesure toujours par rapport à un tendanciel. Dans la vie courante, quand on parle d'économie, on pense à une dépense qui baisse. Dans le cas de l'État, ce n'est pas cela, car il y a des dépenses incompressibles. 40 milliards, ce n'est pas hors de portée, même si cela n'a jamais été fait en France. Pour les atteindre, il faudra inévitablement agir sur les dépenses sociales, c'est-à-dire la santé, les arrêts de travail, l'assurance chômage, les retraites, et des collectivités locales qui refusent. C'est probablement le groupe d'intérêt le mieux défendu. Les sénateurs et les députés ont des liens très forts avec les élus locaux. Donc ils disent souvent, l'État est mal géré, mais nous, les collectivités, on est exemplaires. Le dialogue est difficile. Je pense qu'en cours de route, il faudra probablement revoir l'objectif à la baisse. Mais je comprends et j'adhère à la méthode qui consiste à annoncer une cible ambitieuse dès maintenant, pour peut-être en réaliser 30 milliards au final. Il faut d'abord faire un exercice de pédagogie simple, ne pas dépenser plus que l'année précédente. Les Français, même s'ils s'inquiètent de la dette, sont aussi les premiers à demander toujours plus de dépenses publiques. Je n'excuse pas les politiques, mais il existe une addiction collective à la dépense publique. Cela ne peut se résoudre que de manière conflictuelle. Il faut absolument préserver les petites retraites. Mais il faut regarder la réalité, certains retraités, notamment des anciens cadres, perçoivent aujourd'hui des retraites très élevées, souvent supérieures au niveau de vie des actifs. Il existe des marges de manœuvre. D'ailleurs, des mesures ont déjà été prises. On a, par exemple, différencié la révalorisation des retraites selon leur montant, au-delà d'un certain seuil, environ 2 000 €, l'indexation sur l'inflation était partielle ou inexistante. Cela a été validé par le Conseil constitutionnel. Il existe la piste que vous évoquez, la suppression de l'abattement de 10% sur les pensions imposables. Cela représenterait environ 4 milliards d'euros d'économies. Il faudra évidemment protéger les petites retraites en mettant en place un seuil ou des mesures de lissage. Pourquoi demander un effort aux retraités? Parce que si on demande un effort aux actifs, sur les arrêts de travail, par exemple, il est logique que les retraités contribuent également, d'autant que leur taux de CSG est inférieur. Je pense qu'on n'y échappera pas. Quand je tirais la sonnette d'alarme, dès 2002, quand j'étais rapporteur du budget, on me reprochait d'être trop alarmiste. À l'époque, la dette de l'État était de 900 milliards d'euros. Aujourd'hui, elle est du triple. Avec la sécurité sociale et les collectivités locales, on dépasse 3 300 milliards. Quand j'alertais, on me répondait, ce n'est pas grave, plus on s'endette, moins ça coûte, car les taux d'intérêt baissent. On ne profite jamais des moments de croissance pour baisser la dette, et quand une crise arrive, on s'endette encore plus. Il y a une sorte d'effet de cliquet. Il faut parvenir à un excédent primaire, en enlevant les intérêts de la dette, plus de 50 milliards de dépenses par an, il nous faut dégager un excédent. Comme la plupart des pays européens. Quand je le disais, je me faisais attaquer, ah oui, t'es qu'un comptable, ce à quoi je répondais à mes collègues, parce que de temps en temps, ça m'énervait, écoutez, je suis peut-être un comptable, mais je n'ai jamais été battu à une élection. Vous imaginez un candidat avec un programme de ce type? Il n'y a aucune chance qu'il soit élu. En 2017, François Fillon avait un programme très dur. On ne saura jamais, car il a connu une campagne marquée par les affaires, mais je ne suis pas sûr que les Français auraient adhéré à ces mesures. Je pense qu'il y aura des promesses générales, dont celle du retour à l'équilibre, et ce sera tout. Attention tout de même à la crise financière sévère qui oblige à prendre des décisions rapides et violentes. Mais en 5 ans, on peut quand même redresser les finances. Par exemple, ne remplaçons pas un fonctionnaire sur 2 qui part à la retraite,
comme nous l'avions fait sous Nicolas Sarkozy. Pas uniquement au niveau de l'État, mais aussi dans les collectivités territoriales où il y a eu une inflation importante du personnel, bien sûr. Il ne faut pas s'attendre à dégager des dizaines de milliards d'euros, mais cela ne peut pas nous faire de mal. Cela nécessite tout de même un vrai changement culturel. Parce que si les normes ne venaient que de l'État, de la haute fonction publique, voire de l'Europe, alors, en agissant à la source, on pourrait corriger le problème. La norme vient aussi d'en bas, des citoyens. Quand vous regardez les journaux télévisés de 20 heures, presque chaque soir, on vous montre des eaux minérales insuffisamment contrôlées, des crèches et des EHPAD livrés à eux-mêmes. Nous voulons collectivement une société à risque zéro. Au Conseil national d'évaluation des normes, notre atout est d'intervenir en amont, avant même que les projets de loi ou de décret passent par le Conseil d'État ou le Conseil des ministres. Chaque projet est accompagné d'études d'impact pour mesurer les coûts, les recrutements supplémentaires, la complexité bureaucratique induite. Ce travail a un effet dissuasif. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, nous examinons presque un texte par jour, environ 230 textes par an. Et encore, cela ne concerne que les textes affectant les collectivités locales, soit 40% seulement de la production normative. Il existe un projet pour étendre ce filtre aux entreprises, en particulier aux PME, dans le cadre du texte dit de simplification. Ce serait très utile. Le Sénat l'a adopté, il est à l'Assemblée. On parle de créer une procédure spécifique, la procédure test PME, pour évaluer les normes les concernant avant leur promulgation. Mais aujourd'hui, nous travaillons uniquement sur les nouveaux flux, pas sur les normes existantes. Je pense qu'au moins 20% des normes sont superflues. Regardez le Code de l'urbanisme, en 1990, je le connaissais presque par cœur, c'était mon métier. Depuis, son volume a quadruplé. Aujourd'hui, même en essayant de m'y replonger pour un projet de simplification avec le Conseil d'État, je n'y comprends plus rien. J'ai vu, en 30 ans, les lois doubler, tripler de volume. On veut tout prévoir, tout encadrer, ce qui traduit une société de défiance généralisée. À force, on régente dans les moindres détails la vie quotidienne, jusqu'aux plus petits villages. Le résultat, c'est que les lois sont mal appliquées, entraînent des règlements, et génèrent une complexité insupportable. Moins on légifère, mieux on se porte. J'en suis arrivé à cette conclusion en fiscalité, et je l'étends aujourd'hui à toutes les politiques publiques. Trop de lois, trop d'instabilité juridique, au final, cela fait le bonheur des avocats, mais pas celui de l'économie. Quand j'étais rapporteur du budget, je disais souvent à mes jeunes collègues, ne déposez pas cet amendement. Laissez les textes vivre, laissez la jurisprudence se construire. Une loi doit fixer de grands principes, pas chercher à tout régenter dans le détail. Quand on veut tout prévoir, on perd l'essentiel. Une loi de 250 articles devrait être jugée irrecevable. Une bonne loi, c'est 30 articles maximum.